tireur en fuite dans une ville terrorisée. Panique générale. Tout le monde se regardait en se demandant ce qui pouvait bien se passer. Une famille dévastée. J'étais sans voix, complètement abasourdi. C'est le pire moment de ma vie. La police n'a aucun témoin fiable. Un enquêteur expérimenté sait pertinemment quand quelqu'un ment. Jusqu'à ce que les images de vidéosurveillance confondent le tueur. Grâce aux images, on savait quand le coup de feu avait été tiré. Et que la vérité éclate enfin. Quand on met une arme sur la tempe de quelqu'un et qu'on appuie sur la détente, c'est une exécution. Josh Richards, un mécanicien de 25 ans, aide son ami Galen Charbonne dans l'élaboration de sa nouvelle entreprise. Mes bus discothèques étaient d'anciens bus scolaires. Ce sont des boîtes de nuit roulantes dans lesquelles on peut boire. Seul le chauffeur ne boit pas. Josh m'a proposé d'en assurer la maintenance afin qu'il ne tombe pas en panne en chemin. Il était content pour moi. Il voulait vraiment m'aider. Avant le lancement, les bus discothèques de Galen doivent être en état de rouler. Ils ont dû être inspectés avant leur mise en circulation. Salut Galen, comment ça va? Il se levait à 5 heures tous les matins. Et ça ne l'ennuyait pas. Je pense que le fait de rendre service à autrui le rendait heureux. On passait toujours de bons moments. On le surnommait le gentil géant. Même s'il vous bousculait par mégarde, vous vous sentiez obligé de vous excuser. Il avait vraiment le cœur sur la main. Il avait grandi dans une petite ville proche de Green Bay, et je crois qu'il a toujours gardé ce besoin d'être gentil avec tout le monde. Josh enchaîne les heures. Il s'épuise au travail. Quand il ne travaille pas pour lui, il aide quelqu'un. Il était toujours là pour moi, le jour ou la nuit. Josh était vraiment la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Lorsqu'il n'est pas avec ses amis, il passe du temps avec sa mère, Jackie. Nous étions très proches. Il n'habitait pas loin de chez moi, donc je le voyais souvent. On parlait de tout, il n'y avait pas de sujet tabou entre nous. Les parents de Josh divorcent alors qu'il n'est qu'un enfant. Josh, je pensais que tu étais à la salle de sport. Après le divorce, son père, James, déménage à 2 heures de Milwaukee. Josh et Jackie deviennent inséparables. Josh était très drôle, vif d'esprit, toujours prêt à amuser la galerie. C'était un enfant super, vraiment. Depuis son plus jeune âge, le sport tient une place importante dans sa vie. Quand il était enfant, Josh était toujours le plus petit de l'école. Ce n'était qu'au lycée qu'il a commencé à prendre en taille et en volume. À 20 ans, il a joué dans une équipe de football américain semi-professionnel. Mais il s'est blessé et il n'a pas pu continuer. Il s'est donc tourné vers le culturisme. Il allait à la salle de sport tous les jours. Il participait à des compétitions. Mon fils, si timide, devenait un jeune homme plein d'assurance, qui exhibait son corps sur scène devant les gens. C'était incroyable. Au revoir. Une fois l'inspection des bus terminée, le lancement est programmé. Avec Josh, on a décidé de lancer l'activité le soir du 7 décembre. Dis donc, il fait froid dehors. On a fixé le prix d'entrée à 10 $ par personne pour le trajet Green Bay-Appleton. On espérait avoir du monde. Waouh, ça rend bien. C'est clair. Salut. Josh invite Britney, sa petite amie, à les rejoindre. J'ai rencontré Britney à quelques reprises. Ils n'arrêtaient pas de se séparer et de se réconcilier. Regarde, c'est super.
Bravo. Josh l'aimait bien, et s'il était heureux, eh bien je l'étais aussi. On a eu beaucoup de monde. J'étais vraiment soulagé, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. J'étais prêt à passer une bonne soirée. Ok, que la fête commence. La fête se poursuit jusque tard dans la nuit. Alors que les bars commencent à fermer, Galen regagne le bus. J'ai remarqué que des gens affolés étaient en train de courir. Police secours, quelle est votre urgence? Il y a eu un coup de feu au Luna Lounge, dans le centre-ville d'Appleton. Un homme est au sol, on lui a tiré dessus. Vous avez vu l'arme? Non, pas du tout. On a entendu une énorme détonation, comme si un ballon avait éclaté. Et les gens se sont mis à courir dans tous les sens. Il y avait une odeur de poudre, très forte. Et tout d'un coup, une armada de policiers et une ambulance sont arrivés sur les lieux. Tout le monde se regardait en se demandant ce qui se passait. Excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Quelqu'un est sorti en disant « On a tiré sur une personne qui était dans le bus ». Là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis demandé si c'était quelqu'un que je connaissais. Personne ne savait qui c'était. Tout le monde était bouleversé et cherchait à déguerpir. Je me posais des tonnes de questions, mais je n'avais aucune réponse. Bonsoir, je suis propriétaire d'un bus discothèque. Mes clients sont ici. Le policier m'a fait comprendre qu'il ne pouvait rien me dire. Il m'a demandé d'aller sur le trottoir d'en face et d'attendre dans mon bus. Une vingtaine de mes passagers étaient encore dans la boîte de nuit. Sans nouvelles de Josh et Britney, Galen tente de les joindre. Britney, c'est Galen. Tu vas bien? Je lui ai demandé si elle allait bien et elle m'a annoncé qu'il s'agissait de Josh. J'étais sans voix, complètement abasourdi. L'inspecteur Neil Rabas de la police d'Appleton dirige l'enquête. On m'a informé que l'individu avait été touché en pleine tête et transporté dans l'un des hôpitaux de la ville. Les choses se présentaient mal. Salut, il est encore vivant? Je savais qu'il s'agissait d'un homme qui avait passé la soirée dans un bus discothèque aux environs de Green Bay. Il s'appelait Josh Richards et sa petite amie Britney. En attendant les déclarations des témoins, l'inspecteur Rabas examine la scène de crime. Je me suis principalement concentré sur l'entrée. J'ai instantanément repéré l'endroit où les secours s'étaient occupés de Josh, car il y avait une tache de sang sur la moquette. Mais elle avait été piétinée par des centaines de personnes cette nuit-là. La zone est trop contaminée pour apporter des indices. Nous avions donc pas mal de boulot pour reconstituer ce qui s'était passé. On avait quelque chose? La police scientifique a retrouvé une douille que nous avons photographiée et analysée. Elle appartient à un revolver de calibre 25. Ce n'était pas une bagarre typique dans un bar qui avait mal tourné. C'était une tentative de meurtre. Quelqu'un a vu le tireur? Selon les agents de sécurité de la boîte de nuit, une dispute aurait éclaté entre Josh Richards et un groupe d'hommes d'origine asiatique. Josh n'était pas alcoolisé. Les choses n'ont pas dégénéré et les agents ne sont pas intervenus. Peu de temps après, le videur a entendu un coup de feu et il a vu tous les hommes d'origine asiatique quitter les lieux en tournant à droite.
Les agents ne connaissaient pas ces hommes, mais ils ont noté qu'ils portaient des vêtements clairs. Pour identifier le tireur, l'inspecteur Rabas a besoin de plus d'informations. J'ai immédiatement remarqué qu'il y avait des caméras au plafond. Pourquoi quelqu'un aurait voulu tirer sur Josh Richards? C'était la grande question. Les caméras de vidéosurveillance de la boîte de nuit peuvent révéler l'identité du tireur. Nous savions que la vidéosurveillance du Luna Lounge serait essentielle à la résolution de cet incident. Le responsable de la sécurité diffuse les images de la caméra située à l'entrée de la boîte de nuit. Grâce à ces images, on peut déterminer le moment exact où le coup de feu est tiré. Tout le monde tourne brusquement la tête dans la même direction. Mais le coup de feu a lieu hors champ. Tout de suite, la foule quitte la boîte de nuit en courant. Rembobinez et ralentissez. 3 hommes proviennent du lieu du coup de feu. 3 hommes vêtus de vêtements clairs, ce qui correspondait à la description faite par le videur, ont quitté le Luna Lounge et ont tourné à droite. Malheureusement, les images sont trop floues. Les inspecteurs espèrent que la caméra couvrant le bar permettra leur identification. Ils visionnent les quelques minutes précédant le coup de feu. Tout semble normal. Aucun signe des suspects ni de Josh. Ils poursuivent le visionnage. À 1h49, moins de 2 minutes avant le coup de feu, Josh apparaît enfin. Josh arrive de la piste de danse. Il est seul, à quelques centimètres du bar, prêt à se diriger vers la sortie, quand il s'arrête, puis se retourne. On voit alors Britney. Josh l'attend. Et une fois à côté de lui, ils quittent tous deux le champ de la caméra. Et personne ne semble les suivre. Aucune trace des suspects sur ces images. Les inspecteurs rembobinent donc pour savoir ce qui s'est passé plus tôt dans la soirée. Ils commencent à 23 h, l'heure à laquelle Josh arrive. J'ai continué le visionnage afin de déterminer la chronologie des événements. Le voici. Josh et Britney, sa petite amie, entrent et se dirigent vers le vestiaire. Regardons les images de l'intérieur du club. À la recherche du moindre indice, les policiers scrutent chaque déplacement de Josh. En entrant au Luna Lounge, il n'a eu aucun problème particulier. Il ne s'est disputé avec personne. 23h23. Josh et Britney sortent de la piste de danse main dans la main. Et ils se dirigent vers les toilettes. On les voit même s'embrasser à un moment donné. Rien de suspect. Ils ont l'air de bien s'entendre. Laissez la bande tourner. Puis, le couple disparaît pendant 1 heure. Minuit 30. Josh réapparaît et les enquêteurs remarquent un changement. Apparemment, il cherchait quelqu'un. On le voit aller à droite, à proximité du bar, regarder partout et faire demi-tour. Puis, quelque chose attire leur attention. Alors qu'il est à proximité du bar, il est interpellé par un individu. Rembobinez et ralentissez. On voit une main se lever et Josh qui l'esquive. Il semblerait qu'il soit quelque peu perturbé par ce contact et par le fait qu'il ne trouve pas la personne qu'il cherche. Le bar n'était pas bien éclairé. Nous n'avons donc pas été en mesure d'identifier l'individu avec lequel Josh avait eu cette interaction. Josh et Britney n'apparaissent plus sur les images de vidéosurveillance. Jusqu'à ce qu'ils quittent la boîte de nuit quelques minutes avant le coup de feu.
Pendant ce second visionnage, les enquêteurs constatent une différence de comportement. L'interaction entre Josh et Britney n'était plus la même qu'au début. Elle avait l'air pressée, comme si elle savait que Josh l'attendait. Selon moi, elle avait fait quelque chose qui avait fortement déplu à Josh. Nous avons donc pensé qu'une dispute entre les deux avait éclaté. Les 3 suspects ne sont pas filmés lorsqu'ils sortent de la boîte de nuit. À ce niveau de l'enquête, seule Britney peut être en mesure de lever le voile sur ce qui s'est passé. 2 heures après le coup de feu, la famille de Josh arrive au centre médical de Teda Clark. Je n'arrivais pas à croire qu'on avait tiré sur mon fils. Je n'en revenais pas Josh. Il était si gentil. Les inspecteurs nous ont rejoints sur place et nous ont conduits dans la chambre de Josh pour qu'on puisse le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait été intubé. C'est ce qui le maintenait en vie. C'était une sensation horrible. C'est mon fils unique. Et le voir sur ce lit d'hôpital, ce fut le pire moment de ma vie. Dans le couloir, l'inspecteur Rabas interroge Britney. Je sais que c'est difficile, mais je dois vous poser quelques questions. Britney m'a dit que Josh n'aimait pas qu'elle boive, surtout en grande quantité. Elle était sur la piste de danse. Elle n'était pas sûre, mais elle pensait que Josh était peut-être contrarié parce qu'il l'avait vu danser avec un homme. Que se passait-il au moment du coup de feu? Il se disputait avec quelqu'un. C'est cette dispute qui aurait engendré le coup de feu. Savez-vous qui a tiré sur Josh? Je ne l'ai pas vu, mais il y avait une fille que j'ai commencé à poursuivre. Elle aurait hurlé à cette fille, « Ton copain a tiré sur Josh ». Britney ne se souvient de rien d'autre. Elle était incapable de nous donner la moindre information sur le tireur. Sûrement parce qu'elle avait bu et qu'elle était encore sous le choc. L'inspecteur Rabas vérifie les dires de Britney grâce à la vidéosurveillance. Il visionne à nouveau les images de la caméra de l'entrée. Effectivement, la foule accourt vers la sortie et on voit Britney se jeter sur quelqu'un. Voici Britney, rembobine et ralentit. Ceci confirme le témoignage de Britney. Mais le visage de la femme en question n'est pas apparent. Et compte tenu du nombre de personnes qui tentent de fuir les lieux, il est impossible de découvrir son identité. Peu de temps après, on voit les premiers officiers de police arriver sur place. L'ambulance, puis les secouristes transportant un brancard. Quelques minutes plus tard, Josh est emmené dans l'ambulance. C'était depuis cette caméra que j'avais vu Josh arriver. Un type heureux qui était sorti avec sa petite amie. Et là, il se retrouvait sur un brancard. C'était triste. Ne disposant d'aucun indice, les inspecteurs vont s'intéresser aux 3 hommes qu'ils ont vus quitter la scène de crime. En regardant la vidéo en temps réel, il était très difficile de voir quoi que ce soit, car il courait très vite. J'ai dû ralentir et visionner image par image. J'ai vu que le premier portait une casquette et une veste. Le second, un large manteau ouvert. Et le troisième, une doudoune sans manches. J'ai également remarqué que le deuxième individu avait quelque chose dans la main. Une seconde, c'est quoi ça? Alors qu'il court vers la sortie, il lève sa main et sur l'une des images, on distingue ce qui ressemble au chien d'un revolver.
La première chose qui nous traverse l'esprit est « Cet homme est celui qui a tiré sur Josh Richards ». Désormais, l'inspecteur Rabas doit retrouver la trace de cet homme. Il retourne sur la scène de crime et explore les environs à la recherche de caméras. La ville d'Appleton dispose de plusieurs caméras de circulation, surtout dans le centre-ville. J'espérais donc que l'une de ces caméras avait filmé un homme revolver à la main quittant le Luna Lounge. Au centre médical de Teda Clark, le pronostic vital de Josh est engagé. Les docteurs nous ont dit que Josh ne se remettrait pas de ses blessures compte tenu du point d'entrée de la balle. Ils ne pouvaient rien faire de plus pour l'aider. Voir Josh sur ce lit... C'était indescriptible. Même après tout ce temps, j'ai du mal à en parler. Je ne savais pas quoi dire. J'ai simplement tenu sa main et j'ai réalisé. C'était vraiment en train de se passer. Je lui ai tenu la main en lui disant qu'il pouvait partir pour ne plus souffrir. Ça me brisait le cœur, mais je savais que Josh n'était plus parmi nous. Je savais qu'il avait rejoint Dieu et qu'il était en sécurité. Désormais, il s'agit d'un homicide. Nous devions absolument retrouver la personne qui avait exécuté Josh Richards. Parce que c'était bien ça. Lorsqu'on place une arme sur la tempe de quelqu'un et qu'on appuie sur la détente, c'est une exécution. Les inspecteurs réquisitionnent les images des caméras de circulation. Bien. Qu'est-ce que tu as pour moi? Après le coup de feu, le suspect quitte les lieux et prend à droite, en direction de l'ouest, vers Division Street. L'inspecteur Rabas charge les images de la caméra couvrant la rue et regarde les bandes au moment du coup de feu. La caméra de circulation a bien filmé l'homme au revolver sortant de la boîte de nuit. Mais il n'est pas seul. Les deux autres individus du Luna Lounge le suivent de près. On ne voit pas leur visage, ils sont trop loin. Ces images nous ont permis de vérifier les vêtements que deux d'entre eux portaient. L'un portait une doudoune sans manches et l'autre une veste beige. Montre-moi la suivante. Alors qu'ils se dirigeaient vers le nord, leur trajet a été enregistré par cette caméra. Puis quand ils ont pris la direction nord-est, une autre caméra a une nouvelle fois enregistré ce trajet. Alors que les enquêteurs inspectent leur itinéraire, un détail les frappe. Attends, mets sur pause. Ils s'étaient apparemment débarrassés des vêtements qu'ils portaient. Ils n'étaient pas habillés de la même manière et ça nous a paru suspect. Pourquoi se débarrasser de ces vêtements si on n'est pas impliqué? Nous avons su qu'ils étaient passés près d'un foyer d'hébergement pour SDF où il y avait des poubelles. Ce foyer est situé à 3 rues de la boîte de nuit. Des policiers vont immédiatement examiner le contenu de ces poubelles. Ils récupèrent une casquette rouge et une doudoune blanche sans manches. Grâce à la vidéo, nous savions que l'un des individus portait une doudoune blanche sans manches et un autre une casquette. La casquette semble porter le même autocollant circulaire sur la visière. Nous étions persuadés que ce débardeur et cette casquette appartenaient au suspect. À ce stade, nous pensions que l'un des trois ou tous était impliqué dans le meurtre de Josh Richards. Convaincu de l'implication de ces hommes dans le meurtre de Josh, l'inspecteur Rabas souhaite obtenir une image claire de leur visage. Il porte à nouveau son attention sur la caméra de l'entrée du Luna Lounge.
Bien qu'elle n'ait pas enregistré leur visage en sortant, peut-être les a-t-elle filmés à leur arrivée. Ils visionnent la vidéo dès le début de soirée. Enfin, à minuit 35, l'inspecteur Rabas repère quelque chose de familier. Environ 1h15 avant le coup de feu, j'ai aperçu l'un des individus à la doudoune blanche sans manches entrer dans le Luna Lounge. Puis, 50 minutes avant le coup de feu, j'ai identifié les deux autres suspects. L'homme qui, selon la police, était armé est suivi de près par l'homme à la casquette rouge. Ils étaient d'origine asiatique, ce qui concordait parfaitement à la description du videur. Disposant à présent d'une image claire de leur visage, l'inspecteur Rabas a besoin de leur nom. 3 jours après le coup de feu, une occasion inespérée se présente. La femme aperçue se disputant avec Britney se rend au poste de police. J'enquête sur le meurtre de Josh Richards au Luna Lounge. Elle se présente sous le nom d'Alison Blom, 25 ans. Elle m'a dit avoir peur de ce qui pourrait lui arriver. C'est la raison pour laquelle elle n'était pas venue plus tôt. Je suis arrivée avec Chong Li un peu après 1h du matin. Et j'ai rencontré son frère Paul et les autres à l'intérieur. Alison a reconnu être présente au Luna Lounge la nuit où Josh a été assassiné. Elle y était avec un ami, un certain Chong Li. L'inspecteur Rabas l'interroge sur l'altercation avec Britney. Elle a affirmé avoir été agressée par une fille qui hurlait « Ton copain a tiré sur Josh ». Elle ignorait de quoi il s'agissait. Voilà ce qu'elle nous a dit. Vous pouvez me parler du coup de feu? Elle a entendu la détonation au moment où elle quittait la boîte de nuit. Elle ne savait qui en était l'auteur. L'inspecteur montre à présent à Alison des images de vidéosurveillance des 3 suspects. Alison a identifié les 3 hommes. Celui à la casquette rouge était Joe Thor. Celui à la doudoune blanche sans manches, Fong Li. Celui à la veste, Paul Li. Elle a également confirmé qu'au moment du coup de feu, Josh se disputait avec Paul Li. Paul Li, que les inspecteurs suspectent de port d'armes. Les 3 hommes sont retrouvés et convoqués pour un interrogatoire. Le premier est Fong Li, l'homme à la doudoune blanche sans manches. Nous lui avons montré des images de lui au Luna Lounge. Il a déclaré qu'il était avec Joe Thor et Paul Li et que Paul Li s'était disputé avec Josh Richards. En revanche, il affirme ne pas avoir vu le tireur et réfute son implication. Dans la salle d'interrogatoire adjacente se trouve Joe Thor, l'homme à la casquette rouge. Au départ, Joe ne répondait pas à nos questions. Mais quand on lui a dit qu'on avait retrouvé sa casquette, il nous a avoué que Paul Li avait frappé Josh, sans donner le nom du tireur. Joe Thor affirme être rentré chez lui et y être resté après avoir quitté le Luna Lounge. L'inspecteur Rabas interroge désormais Paul Li. Paul, je dois vous poser quelques questions sur votre matinée du 8 décembre. Un enquêteur expérimenté sait pertinemment quand quelqu'un ment. Paul a commencé par nier sa présence au Luna Lounge. Dites-moi la vérité. Ok, j'y étais cette nuit-là. Il a reconnu s'être disputé avec Josh et lui avoir donné un coup. En revanche, il a affirmé catégoriquement ne pas avoir tué Josh. Nous lui avons montré sa photo avec une arme à la main. Il a prétendu qu'il s'agissait d'une cigarette électronique. L'inspecteur doit à présent vérifier les déclarations de Paul Li. Nous lui avons donné une cigarette électronique, lui avons demandé d'enfiler la veste et de se tenir comme sur la vidéo.
Et cela a semé le doute dans nos esprits. Ce que Paul nous disait était possible. Il n'avait peut-être pas d'armes et n'avait peut-être pas tiré sur Josh. Nous avons donc poursuivi son interrogatoire. Si ce n'était pas vous, Paul, qui était-ce? Et là, il nous a dit que son frère Chong était le tireur. Chong Li, avec lequel Allison est arrivée cette nuit-là. Nous pensions que Paul Lee était le tireur. Et là, revirement de situation. Il s'agissait apparemment de Chong Li. Les trois hommes affirment avoir pris la fuite et s'être débarrassés de leurs vêtements par peur d'être impliqués. Ils ne voulaient pas être identifiés, retrouvés ou impliqués dans cette enquête. En proie au doute, l'inspecteur Rabas décide de vérifier les dires de Paul Lee en visionnant à nouveau les caméras de vidéosurveillance. Là. Le tueur se serait mêlé à la foule qui quitte les lieux. Les enquêteurs réexaminent la vidéosurveillance. Montre-moi l'arrivée d'Allison. Bien sûr. J'ai vu Allison entrer dans la boîte de nuit à 1h12 du matin avec un homme de type asiatique. C'est Chong. Il portait un blouson de baseball avec des manches foncées, un t-shirt clair et une casquette. Ok, passe à la caméra du bar. Allison et Chong longent le bar avant de se diriger vers la piste de danse. Je ne l'ai jamais vu interagir avec Josh Richards. Il ne lui a pas parlé, ils ne se sont même pas croisés. Tous les protagonistes sont hors champ jusqu'à 1h49 du matin, lorsque Josh et Britney quittent la boîte de nuit. Une minute après l'arrivée de Josh et Britney dans le champ de la caméra, Allison s'éloigne de la piste de danse et contourne le bar. Attends, voici Allison. Ouais. Peu après, Chong Li apparaît. Il remet sa casquette et rejoint Allison. Allison marche devant, Chong la suit et ils sortent du champ de la caméra. Dans 13 secondes, Josh sera assassiné. Ce visionnage montre que Chong était à proximité de l'endroit où s'est produit le coup de feu. L'inspecteur Rabas passe à la caméra de l'entrée. Les trois hommes quittent les lieux. Quelques secondes plus tard, Chong sort à son tour. Sur la vidéo, on aperçoit Chong sortir sur la gauche en direction de l'est, alors que ses compagnons partent vers l'ouest. Ses vêtements ne correspondaient pas à la description faite par les premiers témoins, qui parlaient d'un homme portant des vêtements clairs. Selon eux, c'était lui le tireur présumé. Or, la veste de Chong était plutôt sombre. Nous étions donc un peu perplexes concernant le véritable auteur du coup de feu. Nous devions absolument l'identifier. Les enquêteurs doivent découvrir qui des deux frères a pressé la détente. Chong Li est à présent leur priorité numéro 1. Pour les proches de Josh, c'est l'heure des adieux. Je savais que Josh souhaitait donner ses organes. Il a toujours voulu donner à autrui. Josh était comme ça. C'est donc tout naturellement que nous avons consenti à faire don de ses organes, de ses yeux et de sa peau. Nous avons parlé de Josh avec l'équipe du don d'organes et je leur ai dit qu'il était désormais entre leurs mains. Nous avons quitté la chambre avant qu'il ne parte avec lui. Je ne pense pas que j'aurais pu survivre à un tel spectacle. Je ne voulais pas qu'on me l'enlève une deuxième fois. Alors que les enquêteurs tentent de retrouver Chong Li, l'inspecteur Rabas s'intéresse à l'arme du crime. Les employés du Sharks Bar, situé à 4 rues de la scène de crime, font une découverte troublante.
On nous a appelés pour des munitions. 6 balles ont été retrouvées au fond d'une cuvette. Mais sans l'arme. Ces balles correspondent à la douille récupérée sur la scène de crime. Vous avez des caméras? D'accord, merci. Nous étions convaincus que la personne qui avait tiré sur Josh était ensuite venue au Sharks Bar pour faire disparaître les éléments de preuve dans les toilettes. Mais sans caméra, l'inspecteur Rabas ne peut identifier l'auteur de cette tentative de dissimulation de preuves. Fort heureusement, la chance est sur le point de tourner. 2 femmes sont venues nous transmettre des informations. Elles se trouvaient au Sharks Bar le soir du meurtre. Elles ont vu un homme correspondant à la description de Chong Li y entrer. Il s'est dirigé vers les toilettes et en est ressorti aussitôt. Vous souvenez-vous de sa tenue vestimentaire? Il portait les mêmes vêtements qu'il avait en quittant le Luna Lounge. Tous les indices pointaient désormais vers Chong Li. Nous savions qu'il était venu dans cette zone, à proximité du Sharks Bar. Mais nous avions encore du boulot. Excusez-moi. Alors que les enquêteurs continuent de chercher Chong Li, Rabas. Les policiers reçoivent un appel anonyme. Selon cette source, Chong Li serait parti à Milwaukee après le coup de feu et aurait loué une chambre à l'hôtel Hilton. On part tout de suite. Les enquêteurs prennent la direction du Hilton de Milwaukee, à 160 km de la scène de crime. Bonjour. Savez-vous si un certain Chong Li a pris une chambre ici? Le réceptionniste m'a confirmé que Chong Li était bien descendu à cet hôtel. Mais il est déjà parti. Nous aurons besoin des images de vidéosurveillance. L'inspecteur Rabas veut une confirmation. Il visionne donc les images de l'arrivée de Chong Li. À 6h43, soit 5 heures après le coup de feu, Chong Li entre dans l'hôtel. Vous pouvez mettre sur pause? Mais il n'est pas seul. Regarde, c'est Joe Tor. Il est là aussi. Joe Tor n'est pas rentré chez lui comme il l'a déclaré à la police. Grâce à la vidéo, nous avons pu confirmer la présence de Chong et Joe dans cet hôtel quelques heures après le coup de feu. Joe Tor est de nouveau convoqué au poste de police. Vous me cachez des choses, Joe. Après l'avoir confronté aux images de vidéosurveillance de l'hôtel Hilton, Joe a admis que Chong était venu à son domicile après le coup de feu et qu'ils étaient partis tous les deux à Milwaukee. Nous lui avons demandé pourquoi il était parti avec Chong Li. Joe nous a confié qu'il craignait qu'un refus de sa part déclenche la colère de Chong Li. Il a ajouté que pendant le trajet, ce dernier lui avait avoué avoir tiré sur Josh Richards. L'inspecteur Rabas le met face à son mensonge lors de son premier interrogatoire. Il disait avoir eu peur de Chong. Il ignorait de quoi il était capable, surtout après le meurtre de Josh. Où est-il, Joe? Il a dit ne pas savoir où se trouvait Chong à cet instant. Selon lui, Chong voulait quitter l'État et disparaître à tout jamais. Nous devions donc le retrouver de toute urgence avant qu'il ne quitte le territoire. D'après plusieurs sources, il était chez sa mère. Des policiers étaient donc postés devant son domicile. Dès que nous avons eu un mandat d'arrêt à son nom, nous l'avons interpellé et conduit en garde à vue. Chong Li est escorté au commissariat d'Appleton. Les enquêteurs espèrent enfin lever le voile sur le meurtre de Josh Richards. Il a d'abord nié sa présence au Luna Lounge au moment du coup de feu.
Regardez, ça provient des caméras. Il a ensuite admis y être allé, mais n'avoir aucune idée de l'identité du tireur. Où êtes-vous allé après le Luna Lounge? Il a menti en disant être rentré chez lui. Nous savions que c'était faux et qu'il était allé à Milwaukee. Il répétait qu'il était rentré chez lui. Nous l'avons informé que des témoins l'avaient vu au Sharks Bar et que son propre frère, Paul Lee, l'avait accusé d'avoir tiré sur Josh Richards. Nous lui avons mis la pression en lui montrant les preuves que nous avions contre lui, notamment les déclarations des témoins, les images de vidéosurveillance et les balles. Chong a continué de nier son implication dans ce meurtre. Même sans ses aveux, les enquêteurs parviennent à établir le récit supposé des événements grâce à la vidéosurveillance et aux déclarations des témoins. Nous savons que Josh était contrarié par le comportement de Britney ce soir-là. Il était assez énervé. Et alors qu'il sortait, quelqu'un du groupe lui a fait une réflexion dont personne ne se souvient. Josh s'est donc retourné et comme il était déjà sous tension, une dispute a éclaté. Calme-toi, mec. Je suis là avec ma copine. Pendant ces quelques minutes de dispute, Paul Lee a frappé Josh au visage. Nous pensons que c'est à cet instant que Chong Lee s'éloignait du bar et se dirigeait vers l'entrée de la boîte de nuit. Détends-toi, je suis là pour m'amuser. Chong Lee constate que son frère Paul se dispute avec ce grand gaillard. Nous pensons que Chong a décidé de mettre fin à cette dispute. Il a sorti son revolver de calibre 25, l'a pointé sur la tête de Josh et a appuyé sur la détente. Une personne capable d'ôter la vie à autrui et qui ne montre aucun remords est tout simplement diabolique. Le 16 décembre, soit 8 jours après le meurtre de Josh, Chong Lee est accusé d'homicide volontaire au premier degré. Ça a été l'un des procès les plus longs du comté d'Outagami. Chong Lee est un grand manipulateur. Il faisait tout ce qui était possible pour ne pas être tenu responsable du meurtre de Josh Richards. Il contactait notamment les témoins pour les menacer ou les dissuader de témoigner contre lui. J'ai assisté à tous les jours de procès. C'était très dur d'être dans la même pièce que lui, l'homme qui avait tué Josh. Très difficile. C'était très compliqué d'être à quelques mètres de la personne qui vous a pris un être cher. Chong Lee continue de clamer son innocence, mais au vu de toutes les preuves accablantes, il est déclaré coupable. Personne ne gagnait dans cette histoire. Personne. J'étais un peu mitigée face à ce verdict. Le 2 juin 2016, Chong Lee est condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 32 ans. Il continue de faire appel de sa condamnation. Non impliqués dans le meurtre de Josh, Joe Tor, Paul Lee et Fong Lee ne font l'objet d'aucune accusation. Les images de vidéosurveillance du Luna Lounge ont été essentielles. Sans elles, l'enquête aurait été classée sans suite ou aurait duré des années. À travers le don de ses organes, Josh vit encore à travers les autres. C'est une légère consolation pour sa famille et ses proches. Josh était extraordinaire. Il nous manque terriblement, mais je pense vraiment qu'il est parmi nous, même s'il n'est plus là physiquement. Jamais je ne l'oublierai. Jamais. C'était un enfant super. Il me manque beaucoup. Ça me manque de ne plus le voir et de ne plus lui parler. Oui, il est irremplaçable. Il n'y avait qu'un seul Josh. Josh a donné 7 organes à 7 personnes différentes.
C'est vraiment réconfortant de savoir que ces personnes sont encore en vie grâce à lui. Il a également aidé une centaine de victimes grâce aux dons de peau. Josh n'aurait pas voulu qu'on soit triste. Il aurait voulu qu'on voie le verre à moitié plein, qu'on fasse des choses qui ont un impact positif sur les gens, tout comme il le faisait de son vivant. Nous avons créé une fondation quelques mois après sa mort et nous avons récolté des fonds pour que les enfants défavorisés puissent participer à toutes sortes d'activités, sportives ou non. Josh adorait les enfants. Il aurait fait un formidable père. Cela nous semblait donc normal d'aider ses enfants à pratiquer un sport, étant donné que Josh adorait